Ce qui semblait impossible devient réalité grâce à une technologie mise en place par des scientifiques chinois. Un avenir où nous pouvons produire de l'eau directement sur la Lune. Les Chinois ont trouvé un moyen extraordinaire pour pouvoir extraire de l'eau à partir du sol lunaire et potentiellement du sol de toutes les planètes. Une percée majeure dans la prochaine étape de la civilisation humaine. C'est le début d'une nouvelle ère dans la colonisation de la Lune et plus généralement dans la colonisation de l'espace par les humains. Que ce soit vos films ou vos livres préférés de science-fiction, ça arrive vraiment. Vous voulez savoir comment ça fonctionne ? Eh bien, vous allez tout voir aujourd'hui, je vais tout vous expliquer. Et vous ne voulez pas perdre cela car cette technologie va littéralement changer le cours de l'histoire. C'est bien plus qu'une simple mission spatiale, c'est une mission qui risque de changer notre trajectoire dans la manière dont nous approchons l'espace, dont nous approchons la colonisation spatiale. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas si technique que cela, c'est d'ailleurs assez facile à comprendre. Mais avant tout, nous nous arrêterons très rapidement pour voir un autre tournant historique pour la France. Avec le nouveau EPR de Flamanville qui relance enfin l'industrie nucléaire après des années d'incertitude. Ensuite, tout aussi rapidement, nous verrons un robot humanoïde qui va complètement changer la formation médicale en simulant des patients avec des expressions humaines plus vraies que nature. Enfin, après avoir vu l'impressionnante technologie chinoise, nous verrons encore une autre technologie, un lanceur rotatif sur la Lune, propulsant des ressources vers la Terre pour un avenir énergétique infini. On ne perd pas plus de temps, aujourd'hui le programme est assez impressionnant. En fait, si on combine ces 4 technologies ensemble, c'est sans doute la porte vers une nouvelle ère. Allez go, on y va. Ok, nous allons d'abord nous pencher dans un événement historique pour l'industrie de l'énergie et du nucléaire français. La mise en service imminente de l'EPR de Flamanville. Et c'est dire qu'après 12 années de retard et une montagne de défis techniques, le tout premier réacteur EPR français est enfin prêt à franchir une étape cruciale. Le 2 septembre 2024, il y a une semaine si vous regardez la vidéo aujourd'hui, l'autorité de sûreté nucléaire a donné son feu vert pour le lancement de la divergence du réacteur. Si vous vous demandez ce que cela signifie concrètement, la divergence c'est ce moment où la réaction nucléaire démarre pour la première fois. C'est comme allumer une mèche qui va tout lancer. Sauf qu'ici on parle de la fission d'atomes d'uranium. Pour vous donner une idée, ce premier stade ne représente que 0,2% de la puissance totale du réacteur. Mais bien sûr, c'est suffisant pour marquer le début de l'aventure. Et quelle aventure! Ce projet, initié en 2007, a déjà traversé de nombreuses tempêtes, en passant par les retards accumulés, les défis de construction énormes et surtout les coûts initiaux qui se sont accumulés et empilés. Le projet était assez mal parti. À vrai dire, on est déjà à 4 fois le budget initial prévu. Autant vous dire que les autorités françaises ne doivent pas être très satisfaites. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, la France est enfin prête à relancer sa filière nucléaire. Et c'est avec ce réacteur de nouvelle génération, le 57e parc nucléaire français, que l'industrie repart. Pourquoi est-ce si important? Parce que ce n'est pas seulement un réacteur qui démarre, c'est toute une filière qui se remet en marche. Pour ceux qui n'habitent pas en France, sachez que le secteur avait connu un sacré ralentissement dernièrement. Mais avec des projets pour 6 nouveaux EPR2 et peut-être 8 autres à suivre, la France vise enfin à consolider son indépendance énergétique et donc à répondre aux défis du changement climatique qui arrive. Le réacteur de Flamanville devrait à terme fournir de l'électricité à près de 2 millions de foyers. Je le répète, 2 millions de foyers pour un simple réacteur et surtout qui n'a presque pas d'empreinte carbone. Vous l'aurez compris, je suis un très grand fervent de l'énergie nucléaire. Car en fait, si on se pose 2 minutes et qu'on réfléchit aux chiffres et de manière pragmatique, ça coche beaucoup de cases pour résoudre beaucoup de problèmes au niveau du changement climatique, au niveau de l'empreinte carbone, au niveau de l'indépendance énergétique et beaucoup d'autres choses. Alors la prochaine étape pour l'EPR de Flamanville, c'est la montée en puissance progressive jusqu'à 25%, prévue pour cet automne. C'est à ce moment-là que le réacteur sera connecté pour la première fois au réseau électrique de EDF. Les mois à venir seront donc cruciaux, avec une série de tests rigoureux pour garantir la sécurité et surtout l'efficacité de cette nouvelle machine. L'EPR de Flamanville, c'est pas juste un projet technique, c'est le symbole de la renaissance pour le nucléaire français. Donc après des années d'incertitude, ce nouveau réacteur c'est le nouveau fer de lance d'une nouvelle ère pour notre indépendance énergétique. On n'aura plus trop besoin de se soucier de si des tuyaux de gaz venant des pays de l'Est explosent ou autre chose. En tout cas, affaire à suivre.
Allez, on continue fort avec une autre innovation qui combine robotique et médecine. Vous savez que sur la chaîne, j'adore parler des innovations médicales, car elles sont sans fin dernièrement. Nous avons vu la révolution qui s'approche dans le monde médical. Aujourd'hui donc, encore une autre innovation. Je parle ici d'un robot capable d'exprimer des émotions humaines et de simuler les symptômes d'un patient. Oui, ce robot, il s'appelle RIA. Développé par la société Man Robotics, et il est en train de changer la façon dont on forme nos médecins. RIA, c'est pas un robot comme les autres. Il a été conçu pour aider les futurs professionnels de santé, en passant des docteurs jusqu'aux infirmiers ou les ambulanciers, j'en passe, à se préparer à des situations médicales complexes en simulant des patients humains. Concrètement, il peut imiter les symptômes d'une maladie, que ce soit des troubles cardiaques ou des problèmes respiratoires, et même des états émotionnels pour les psychologues. C'est là toute la puissance de la combinaison entre robotique, intelligence artificielle et médecine. Et tout ça avec une précision étonnante, grâce à ces 32 degrés de liberté dans le visage et la tête, lui permettant de recréer plus de 100 expressions humaines différentes. Alors pour faire simple, les degrés de liberté, c'est un peu la complexité de l'ensemble des muscles robotiques qu'aurait le robot sur le visage. Plus vous lui donnez de degrés de liberté, et plus il pourra faire de choses différentes avec ces muscles-là. C'est assez schématique, mais je pense que c'est assez clair expliqué comme cela. Ce qui est fascinant, c'est que RIA ne se contente pas d'imiter vaguement un être humain. Il est équipé de capteurs audio à 360 degrés, de caméras 4K et même d'une caméra thermique pour détecter les variations de température. Ça lui permet donc de réagir de manière super réaliste, que ce soit pour imiter la douleur, la peur ou encore l'anxiété. Imaginez juste un instant la qualité de l'entraînement pour les étudiants en médecine. Ils peuvent ici s'exercer à diagnostiquer et à interagir avec ce robot comme s'il s'agissait d'un vrai patient. Et le mieux dans tout cela, RIA ne se fatigue jamais, il peut enchaîner des séances d'entraînement à l'infini sans jamais avoir besoin de pause. À l'université de Californie à San Diego, il fait déjà partie des programmes d'enseignement, où il est utilisé dans des cours de simulation pour entraîner les étudiants à mieux communiquer avec les patients. En fait, grâce à ce robot-là, le RIA, ils peuvent affiner leurs compétences de communication, qui est un élément crucial pour un docteur, ou pour tout personnel dans le domaine médical. Comme le dit Jonathan Rizek, le responsable du programme, RIA ne juge pas, il ne se distrait pas, et il est capable de rejouer la scène encore et encore, dans des conditions toujours plus optimales. En voilà un tournant majeur dans l'enseignement de la médecine. Les étudiants sont confrontés à des situations réalistes, dans un environnement contrôlé et sans risque pour de vrais patients. Ce type d'innovation a donc non seulement un impact sur la formation médicale, mais ouvre aussi la voie à un futur où les robots humanoïdes joueront un rôle de plus dans nos vies, y compris dans le domaine de la santé. Est-ce que vous imaginez un futur monde où nos médecins seront entraînés par des robots humanoïdes ? Eh bien moi je pense que ce n'est pas le futur, on est déjà en plein dedans. Et bien sûr ça ne fait que commencer. Alors ma question c'est jusqu'à quand même les médecins seront-ils remplacés par des robots? Ça je ne peux pas y répondre pour l'instant. Allez, passons à la partie principale de notre vidéo. Donc maintenant passons à quelque chose d'encore plus monumental et je parle de l'eau sur la Lune. La Chine a encore fait une découverte qui vont sans doute changer à jamais nos rêves de colonisation de la Lune. La colonisation lunaire arrive enfin. Vous avez sûrement entendu plusieurs missions, dont celle de la NASA, qui ont déjà décidé de retourner sur la Lune. Mais là, les choses deviennent vraiment sérieuses. Il y a déjà de nombreux projets qui prévoient de construire plein de bases lunaires, de créer des colonies lunaires, et plein d'autres choses. Et c'est ici que cette innovation rentre en jeu. Imaginez donc produire de l'eau directement à partir du sol lunaire. C'est exactement ce qu'une équipe de scientifiques chinois a réussi à accomplir grâce à une méthode révolutionnaire. Et plus précisément, ce sont des chercheurs du China Institute of Technology, de Ding Guimbo, en collaboration avec d'autres institutions chinoises. Voici comment cela fonctionne. En fait, la régolithe lunaire, c'est le nom de la poussière qui recouvre la Lune. En 2020, la mission Chang 5 a déjà ramené des échantillons de cette régolithe-là. Et c'est à partir de là que les chercheurs ont fait une percée majeure. Ils ont découvert que ce sol contient des minéraux spécifiques, qui ont absorbé d'énormes quantités d'hydrogène grâce à des milliards d'années d'exposition au vent solaire. En chauffant ces matériaux à haute température, ils ont réussi à libérer de l'hydrogène, qui se combine à son tour avec des oxydes de fer présents dans la régolithe pour former de l'eau. Le procédé, encore en phase expérimentale, a déjà généré environ 50 litres d'eau à partir du sol lunaire. Ça paraît peut-être peu, mais c'est largement assez et suffisant pour subvenir aux besoins d'une cinquantaine de personnes sur la Lune pendant une journée entière.
Et ce n'est pas tout, ce processus ne se limite pas à produire de l'eau. Il permet également de récupérer des matériaux comme le fer et le verre, des éléments cruciaux pour la construction des bases et des équipements directement sur place. Non seulement nous aurions de l'eau, mais aussi les ressources nécessaires pour construire les infrastructures au sein même de la Lune. Les infrastructures lunaires pourraient donc être autosuffisantes. C'est tout simplement une révolution pour les missions spatiales à long terme. Maintenant, si vous vous demandez pourquoi cette découverte est vraiment si importante, c'est parce que c'est l'une des plus grandes limitations de l'exploration spatiale aujourd'hui. Et c'est le coût faramineux de l'envoi de ressources depuis la Terre. Envoyer de l'eau, des matériaux de construction, c'est coûteux et très peu pratique. Mais si nous pouvons exploiter les ressources déjà présentes sur la Lune, cela ouvre toutes les possibilités que nous puissions imaginer. Une base lunaire permanente, des missions prolongées et pourquoi pas à terme une colonie humaine. Mais à l'ère où nous vivons, le progrès ne s'arrête plus en fait, il n'arrête plus. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, je pense que vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'apparition de l'intelligence artificielle, le progrès explose, les découvertes sont journalières. Donc évidemment, nous n'en sommes qu'au début, mais le début va s'accélérer. Et franchement, je pense que nous verrons vraiment de notre vivant la première colonie sur la Lune. Bien sûr, le rendement actuel de cette méthode est encore un peu limité, et l'extraction de l'eau à grande échelle reste un défi. Mais cette innovation montre clairement que c'est faisable. Il faut juste pousser la recherche un peu plus. Donc je pense que vous avez compris et que vous voyez où je veux en venir. Ce type de découverte nous rapproche de plus en plus de l'idée que dans un futur pas si lointain, nous pourrions avoir des stations de recherche de scientifiques, voire des colonies permanentes, encore une fois, sur notre satellite naturel. Et avec des technologies comme celle-ci, produire de l'eau ne sera plus du tout un problème. La Lune, c'est peut-être la première étape, mais l'espace, lui, est sans limite. Cela veut dire que après la Lune, on voit déjà la mission de Mars se profiler. Et franchement, je ne vois pas pourquoi nous ne verrions pas non plus la première colonie d'humains sur Mars de notre vivant. Avec ce genre de découverte, les possibilités dans la colonisation de l'espace sont quasiment infinies. C'est donc une découverte à saluer. Et dans la continuité de cette innovation-là, si je vous disais que la Lune envisage également une méthode totalement différente pour envoyer des ressources de la Terre vers la Lune de ce qui se faisait aujourd'hui. Attends, ils viennent de me dire qu'il vaut mieux produire des ressources sur la Lune plutôt que les envoyer depuis la Terre, et maintenant il me dit qu'ils ont découvert une nouvelle méthode pour envoyer des ressources de la Terre vers la Lune. Oui, c'est vrai, mais il faudra quand même envoyer quelques ressources sur la Lune. Les premières colonies ne pourront jamais être complètement indépendantes. En tout cas au début, car plus le temps va avancer et moins elles auront besoin de la Terre. Alors imaginez un lanceur rotatif installé sur la Lune, capable de propulser des matériaux à haute vitesse, directement dans l'espace. Ça semble fou, mais c'est une innovation sur laquelle les chercheurs chinois travaillent activement. Ce concept repose sur un système de lévitation magnétique, inspiré du principe du lanceur de marteau. Vous voyez cette discipline olympique où l'athlète fait tourner une lourde charge autour de lui avant de le lancer? Eh bien ici, l'idée est similaire. Un bras rotatif de 50 mètres de long, couplé à un moteur superconducteur à haute température, ferait tourner des capsules remplies de ressources lunaires à une vitesse incroyable. Après environ 10 minutes de rotation, ces capsules atteindraient la vitesse suffisante pour échapper à la gravité et être envoyées en direction de la Lune. En gros, c'est un peu comme une catapulte super puissante pour envoyer des ressources depuis la Terre jusqu'à la Lune directement. Et cela pourrait également marcher dans le sens inverse, car grâce au faible champ gravitationnel de la Lune, et en l'absence d'atmosphère, ce système pourrait donc fonctionner à moindre coût de la Lune vers la Terre. Car oui, nous pourrions également envoyer des ressources de la Lune vers la Terre. D'ailleurs, si les projets de colonisation de la Lune sont aussi nombreux, c'est car en fait il y a beaucoup de ressources à aller chercher sur la Lune, et vous l'aurez compris, les États ne font pas ça non plus bénévolement. Il y a bien sûr un intérêt de ressources stratégiques à aller chercher sur la Lune. En fait, l'un des matériaux les plus convoités, c'est l'hélium-3. Un isotope assez rare qui pourrait bien être la solution à nos besoins énergétiques pour les siècles à venir. Sur Terre, on en trouve quasiment à peine. Mais la Lune, elle regorgerait de cet hélium-3, avec des réserves estimées à 1 million de tonnes. Pour vous donner une idée, seulement 20 tonnes d'hélium-3 suffiraient à couvrir la consommation électrique annuelle d'un pays comme la Chine. Imaginez donc l'impact pour un pays ou une entité d'avoir accès à une telle ressource qui produirait un carburant quasiment illimité. Le système de lanceur rotatif serait donc alimenté par des énergies renouvelables, principalement solaires et nucléaires. Il aurait même la capacité de récupérer jusqu'à 70% de l'énergie utilisée après chaque lancement en reconvertissant l'énergie cinétique en électricité. L'énergie cinétique, c'est l'énergie qu'il a en mouvement. C'est ce procédé qui garantirait une durabilité et une efficacité énergétique impressionnantes pour un tel projet.
Les chercheurs estiment même que cette station de lancement pourrait voir le jour d'ici 2045, avec les premiers tests prévus pour 2030. On parle d'une infrastructure qui pèserait environ 80 tonnes, nécessitant un lancement par un superfusée pour l'amener sur la Lune. Et bien sûr, le coût total de cette station avoisinerait les 18 milliards de dollars. Un investissement colossal, certes, mais qui pourrait être assez vite rentabilisé, car si une entité ou un pays, je le redis, arriverait à extraire cette ressource de la Lune, les 18 milliards seraient remboursés très rapidement. Bon, bien sûr, ce projet comporte encore de nombreux défis majeurs. Il faut bien sûr d'abord installer la première colonie humaine sur la Lune, mais clairement ce n'est qu'une question de temps à partir d'aujourd'hui, car on le voit bien, le progrès n'arrête pas. Encore une fois, une innovation qui nous montre que le futur passera par l'exploration spatiale, car il y a énormément de ressources disponibles là-haut. La Lune pourrait donc devenir notre prochaine mine de ressources naturelles. Et bien sûr, avec tout ce que cela entraîne, que ce soit bien ou que ce soit mal, ça, je vous laisse vous faire votre propre avis. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une vidéo qui pourrait beaucoup vous plaire, et que je vous conseille vraiment de regarder.